bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Joanie Poulain, qui est consultante en lactation, et Rosie Gilbert, qui est directrice générale de l'organisme Coup de pouce Nourrice. L'allaitement a toujours été un sujet chaud qu'on appelle, mais aujourd'hui, on reconnaît tous les bénéfices qui sont en lien avec la lactation, autant au niveau de la maman que du bébé. Coup de pouce Nourrice, c'est quoi, Rosie? C'est un organisme communautaire où on offre principalement de l'aide en allaitement. On a des marraines d'allaitement, puis on a notre consultante en lactation qui sont toujours disponibles pour les familles, pour donner des conseils, donner du support moral. Mais on a aussi des activités là, 2 fois par semaine où les parents peuvent venir se regrouper pour socialiser, faire des activités avec leurs enfants. Puis je dis les parents, il y a des grands-parents qui viennent aussi parfois avec nos petits bébés. On est en présence présentement, tu sais, avec un beau bébé en studio. C'est très rare qu'on a la chance de voir ça. Quels sont les services, en fait, que vous offrez? Mettons, la maman qui arrive chez vous, elle a accès à quoi comme service? On a des cours prénataux qui sont offerts à raison d'1 session par saison. Donc, pour le moment, on les fait 4 fois par année. On a un service de relevailles aussi qui est offert à très faible coût. Là, on parle d'une quinzaine de dollars pour 3 heures. Pendant les relevailles, c'est une assistante périnatale ou une doula, là, cependant, dépendant comment on veut appeler ça, qui se déplace, qui va chez la famille. Elle peut faire un petit peu de tout. Elle peut s'occuper du bébé pour que la mère puisse se reposer. Elle peut s'occuper de la mère pendant que le bébé dort. Elle peut faire un petit peu de ménage. Souvent, on la voit préparer des petits plats là, d'avance pour la semaine, des petits muffins, des collations pour la maman. Elle peut s'occuper du bébé, mais ça peut permettre aussi à la mère de sortir. Tu sais, si elle veut aller faire des courses ou aller juste prendre une marche, là, prendre de l'air toute seule, l'assistante périnatale est là pour ça. Et comment on a accès justement à ce service-là? Parce qu'on parle de la mission première qui est l'allaitement, mais les relevailles, c'est vraiment en lien aussi avec la grossesse, les soins périnatales. De quelle façon on a accès à ça? On appelle directement chez vous ou on est référé par notre médecin de famille? Le médecin peut référer, mais à la très grande majorité du temps, les parents vont nous téléphoner ou simplement nous écrire sur notre page Facebook. Puis à partir de ce moment-là, on transfère les messages acquis de droit, soit à Joanie, soit à l'assistante périnatale qui vont prendre des rendez-vous de leur côté. Donc, c'est référé de bouche à oreille, de parents aidants qui sont autour de la maman ou du papa qui ont accès, par exemple, à leur premier, leur deuxième enfant. Est-ce qu'on doit avoir eu des enfants avant d'aller chez vous ou on peut aller chez vous dès la première inquiétude, par exemple? Il y a beaucoup de mamans qui commencent à venir chez nous quand elles sont encore enceintes, venir socialiser, venir prendre de l'information sur l'allaitement. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir déjà eu des enfants, d'avoir déjà eu des problématiques. Là. Les gens ils peuvent venir prendre juste de l'information. On recherche, en fin de compte, d'améliorer nos compétences parentales. J'essaie de voir un peu toute la diversité de services que vous pouvez offrir en lien avec l'allaitement, la périnatalité. Qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que nouvelle maman ou nouveau papa ou des gens dans notre entourage, grand-papa, grand-maman? On permet aux mères de venir socialiser. C'est un soutien moral aussi, que, comme on peut voir souvent, les mamans, ça leur fait du bien de venir parler quand elles viennent aux activités. C'est vraiment... Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Il y en a qui c'est juste pour sortir de chez elles. Il y en a certaines qui sont référées aussi par leur infirmière qui leur dit que ça pourrait leur faire du bien de venir nous voir, poser des questions. Puis des fois, juste de voir d'autres mères qui allaitent, ça donne un peu le courage à celles qui donnent le biberon de pouvoir commencer, malgré que celles qui donnent le biberon sont toujours les bienvenues, sont jamais jugées. On a ce que ça prend pour faire chauffer les biberons. On est mieux d'avoir une maman heureuse qu'une maman malheureuse au sein. Définitivement. C'est ce qu'on dit. Oui. Joanie, toi, en tant que consultante en lactation, c'est quoi tes services que tu offres? Nous, on fait du soutien autant quand la maman est enceinte, qu'on peut faire de l'accompagnement là, suite à une expérience passée qu'elle a vécue plus négativement ou qu'elle a aussi des particularités parce qu'on fait face des fois à des mamans qui ont eu aussi des chirurgies puis que ça leur crée des inquiétudes là, au niveau de leur début de leur allaitement. On fait aussi de la formation là, pour faire la préparation à l'allaitement dans nos locaux. Mais après ça, par la suite, là, souvent, on va soutenir les mamans là, avec leurs difficultés. Ou des fois, il y en a qui ont seulement besoin aussi de se faire rassurer que tout va bien avec leur bébé, qui viennent nous voir pour qu'on évalue là, vraiment la diade allaitante.
Je parle des mamans, mais souvent les papas viennent aussi avec les mamans, puis la famille, le réseau, parce que un des facteurs qui fait que l'allaitement souvent réussit, c'est d'avoir un environnement, un réseau qui est soutenant là, pour l'allaitement. Quelle est l'implication que les gens autour, juste mettons le papa, parce qu'on parle beaucoup de l'allaitement, est en lien avec la maman, on s'entend, mais le papa, sa place dans tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il se sent plus isolé? Est-ce que les parents, aussi les grands-parents, ont leur rôle à jouer aussi dans ce volet-là? L'allaitement, c'est les soins apportés à un enfant, ce n'est pas strictement aussi de le nourrir. Hein. C'est souvent ça que les familles disent ah, moi, je veux donner le biberon parce que mon chum, il veut être capable de nourrir notre enfant, il veut participer à ses soins. Mais c'est tellement vaste, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire en tant que papa que dire qu'on allait. Juste de prendre le bébé, des fois, 2 mises au sein pour le bercer, le cajoler, lui donner le bain, changer la couche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'un père peut faire où on parle d'un père, mais c'est le deuxième parent, le partenaire, parce qu'aussi, on fait face à la diversité. Il ne faut pas juste inclure les pères là-dedans. Là. Donc, ça peut être le conjoint, la conjointe, puis les grands-parents aussi, parce qu'il y en a aussi des mamans monoparentales, puis les grands-mamans, c'est ça. En soutien. Ils viennent aider. Bien, il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire que donner le biberon aussi. Puis, un coup que l'allaitement va être bien instauré, là, tout est possible après ça d'offrir des biberons de lait maternel ou qui ont extrait ou d'autres choses. Puis que là, le deuxième parent peut aider là, dans tout ça. Là. On va vaguer un peu en périnatalité. J'ai besoin, moi, de connaître un peu les relevailles. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de quelle façon on peut encore plus s'instruire au niveau de nos compétences sans avoir d'inquiétude X, mais aussi d'avoir des connaissances pendant la grossesse, puis post-grossesse aussi, il y a des choses qu'on retrouve dans les livres, puis il y a plein de choses aussi qu'on ne retrouve pas dans les livres post-accouchement. Puis on se dit, mon Dieu, avoir su ça, peut-être que... de quelle façon vous jaugez avec ça, ces services-là ou ces soins-là aussi qu'on peut s'apporter à nous-mêmes en périnatalité? L'assistante périnatale, en étant doula, elle a quand même une bonne formation là, pour s'occuper des enfants. Donc, elle arrive avec son petit bagage de connaissances. Elle passe beaucoup de temps là, à discuter avec les parents, à conseiller par rapport à peu près tout ce qui peut entourer la maternité. Les parents ont souvent beaucoup de questions. C'est ce qu'on se rend compte là, avec le temps qu'elle va là pour aider avec la maison, mais elle va là aussi beaucoup pour écouter, conseiller, parce que les parents ont beaucoup de questionnements, que ce soit pour le soin de l'enfant, pour la routine aussi. Elle aide beaucoup par rapport à ça, conseiller par rapport à la routine, instaurer des habitudes avec les enfants. C'est sûr que quand ils sont très bébés, il faut souvent suivre leurs habitudes à eux, mais elle est là pour donner des conseils variés. Et la personne qui fait les relevailles, en fait, qui va à domicile, elle est catégorisée comme une infirmière, une psychologue, une marraine? C'est une doula. C'est ça le vrai titre, en fait. Là. Okay. Donc, elle est équipée pour aller à l'hôpital aussi, si elle veut, pour aller assister aux accouchements. En ce moment, la personne qui le fait chez nous ne fait pas d'accouchement. C'est elle qui fait aussi nos cours prénataux. Elle a une jeune famille. Donc, là, pour le moment, elle ne fait pas de suivi à l'hôpital, mais c'est ça. Avec les cours prénataux, avec les relevailles, elle est bien occupée. Elle est bien équipée aussi pour les suivre. Donc, elle offre des outils pour avoir un petit peu plus de connaissances, rassurer, j'imagine, les parents qui vont vivre cet événement-là, que ce soit le premier ou le 5e, peu importe. C'est vraiment une aide supplémentaire comme accompagnante. Oui, exactement. Elle se fait aussi accompagner par une sage-femme? À ma connaissance, peut-être que Joanie pourra. Il n'y a pas de sage-femme à Thetford, si je me trompe pas. On n'a pas officiellement de sage-femme à Thetford. La maison de naissance la plus près est à Lévis. Ils desservent des services aussi jusqu'à la Beauce. Mais nous, à Thetford, ici, on n'est pas soutenu par une maison de naissance avec des sages-femmes. Mais pour faire du pouce là, sur les connaissances, tout ça aussi qu'apporte que les doulas, ou je peux même inclure les marraines d'allaitement chez nous. On fait de la formation là, continue. Là. On s'assure que les mamans aient de l'information à jour là, pour être capable d'offrir de l'information pertinente, puis à jour,
pour pas que n'importe quoi non plus se fasse dire. Là. Fait qu'autant les marraines d'allaitement aussi, ils suivent une formation au niveau régional, là, que c'est les mêmes formations que tu sois à Québec, à Montréal, peu importe, pour dire qu'ils ont le titre de marraine d'allaitement. C'est quoi les facteurs d'influence, justement, qui permettent de décider si on allaite ou pas? Les facteurs d'influence, un des principaux, c'est l'environnement qu'on est. Hein. C'est savoir ce qui nous a été inculqué comme valeur, ce qui nous a été enseigné, ce qu'on a autour de nous. La majorité des personnes qui vont décider d'allaiter, c'est parce qu'ils ont vu leur sœur, ils ont vu leur mère allaiter, ils ont vu leur amie allaiter. Puis après ça découle beaucoup de l'environnement et des connaissances. C'est sûr que des mamans qui vont choisir d'offrir je veux pas stigmatiser le biberon que c'est pas bon, mais les données scientifiques, ils disent que c'est vraiment la meilleure chose pour l'enfant. L'Organisation mondiale de l'allaitement conseille d'allaiter leur enfant au-delà de 2 ans, pas exclusivement, mais exclusivement jusqu'à l'âge de 6 mois pour introduire les aliments. Donc, les données sont là, puis c'est sûr que les mamans qui s'informent un petit peu plus des fois, puis qui décident de vouloir offrir le meilleur à leur enfant, vont peut-être choisir un petit peu plus l'allaitement. Tout à fait. Ou du moins l'essayer, la tenter. Là. Tout à fait. Puis, en fait, on parle de, justement, amener les bénéfices envers le nourrisson. On les connaît, il y a des études qui sont quand même représentatives de ce milieu-là, mais les bénéfices pour la mère, oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Il y en a beaucoup. Si on parle d'une des problématiques du 4e trimestre, de la dépression, ça joue, pardonnez-moi, beaucoup sur tout ce qui est hormonal, puis créer le lien d'affection avec leur bébé. Fait que des mamans qui allaitent, ils ont tendance à dire hey, crime, moi, je veux pas allaiter, je vais être trop fatiguée, ça marche pas. Mais non, il y a un facteur vraiment protecteur pour tout ce qui est dépression postpartum. Et par la suite aussi, parce que les dépressions postpartum peuvent s'aggraver avec d'autres complications. Ça joue aussi sur le cancer des ovaires, de l'utérus, à titre préventif. Pour le cancer du sein aussi, c'est préventif pour le cancer du sein. Ça a vraiment beaucoup de bienfaits, puis aussi souvent au niveau de la gestion du poids postpartum, puis beaucoup de choses. Là. Ça facilite la vie, ça améliore le sommeil. Il y a tellement de choses que ça peut apporter. Puis juste le lien d'attachement avec votre enfant, je pense que c'est ça que les parents, souvent, ils vont dire que c'est de l'adaptation, avoir un nouvel enfant. Donc, de l'emmener dans notre vie en ayant un lien d'attachement fort, ça va faire vivre mieux un petit peu le lien parental là, qu'on va développer. On parle souvent de la maman, conjointe, le partenaire de vie qui est avec la famille, qui va aider au soutien à l'allaitement, de la grossesse, tout ça. Mais on entend aussi des mamans qui n'ont pas de lien d'attachement avec leur enfant. Comment vous faites face à ce genre de situation-là lorsqu'il y a une maman qui arrive un peu désemparée parce que soit manque d'estime ou n'a pas assez de compétences ou de connaissances ou n'a pas son milieu, son environnement dont on parle justement, qui va lui permettre de se rassurer dans ses actions et d'avoir confiance dans ses actions envers son bébé? La première chose qui me vient en tête en me posant cette question-là, c'est souvent de normaliser. Parce que souvent, en tant que parent, on va voir, surtout sur les réseaux sociaux, mais la mère va être bien coiffée, maquillée, elle va se prendre des photos, elle met ça sur les réseaux sociaux. Son bébé, lui, il pleure jamais, il fait ses nuits. Fait que juste de dire, hey, c'est normal que ton bébé, il vole le sein des fois aux 1h30, 2h la première semaine. Puis c'est ça qui va être le mieux pour lui, tu sais. Fait que t'es pas une mauvaise mère pour ça. Donc, juste de normaliser. Aussi de l'apporter dans nos locaux pour la faire socialiser, la sortir de son isolement. Parce que c'est rare qu'on a nos meilleurs amis ou notre soeur, notre voisine qui est enceinte en même temps que nous, puis qu'on peut sortir puis faire des choses hors de que rester à la maison aussi juste avec notre petit bébé. T'sais. Fait que faire vivre positivement l'arrivée de l'enfant, là, c'est vraiment bien, mais de normaliser, c'est la clé. Là. De renforcer aussi ce lien-là pour les mamans ou les parents qui se sentiront un peu délaissés dans cette nouveauté qui prend quand même beaucoup la place. Quelles seraient vos recommandations pour justement
soit un enfant qui arrive où est-ce qu'on a un lien immense puis qu'on veut vraiment le protéger avec toutes nos connaissances encore, ou simplement avec un enfant qui va arriver, qui va être différent aussi, puis dont vous allez pouvoir apporter vos services. Je pense que c'est vraiment de renforcer sur le positif aussi, là. Tu sais, quand Rosie, elle a les ateliers avec, à tous les mercredis, de voir les parents agir, puis de, hey, tu sais, c'est beau ce que tu as fait. As-tu vu, ton bébé prend bien le sein? Puis c'est sûr que oui, il y a toutes sortes de... Les bébés, ils naissent avec différentes conditions, tu sais. Fait que de voir aussi, d'être capable de sortir avec leur enfant, de dire, hey, on est capable de faire la même activité que l'autre qui est à côté de nous autres avec un bébé qui est physiologiquement normal, tu sais. Mais on est capable de sortir quand même s'ils ont des particularités, là, puis les intégrer dans nos milieux. Je pense que c'est ça qui est le plus bénéfique, là. Oui, la maison à coup de pouce est tellement bien équipée aussi que les parents n'ont pas besoin nécessairement de penser à tout apporter. Ils mettent le bébé dans la coquille, puis là, ils s'en viennent chez coup de pouce. Donc, ça facilite définitivement beaucoup les sorties. Ça leur donne confiance, là, sans, de ne pas avoir à penser à tout préparer avant leur départ, de se fier que quand ils arrivent chez nous, tout est déjà réfléchi. Ça leur donne le premier petit boost là, pour commencer à sortir. On le fait tout, hein, sortir les premières semaines pour oublier le sac à couche. Oui, on n'est pas habitué à ça. Fait que nous, en ayant tout à coup de pouce nourrir, je pense que ça facilite les sorties là, beaucoup pour les mamans, là. Et quand on parle, mettons, des activités, des ateliers, là, on parlait d'une fois ou deux par semaine. Est-ce que tu peux peut-être plus me nommer le type d'activité spécifique qu'il y a? À tous les vendredis matins, on focus sur l'activité physique. Donc, un vendredi matin sur 2, c'est Maman en forme qui est offert par Andréane Raby. C'est vraiment misé sur la santé de la mère. C'est sûr que papa est bienvenu. On essaie de toujours impliquer les pères, mais pour cette activité-là, c'est vraiment côté maman. On travaille le plancher pelvien. Elle est vu que je pense qu'elle est kinésiologue, elle peut adapter toutes les activités. Donc, si la mère n'est pas encore dépassé son 2 mois, si son médecin n'a pas encore donné le OK pour qu'elle puisse recommencer à faire de l'activité physique, elle peut venir quand même. Les activités vont être, les exercices vont être adaptés à sa situation. Et enceinte aussi, elle peut venir, ça va être adapté à la situation de chacune. Donc, ça encourage encore plus les mamans à sortir, à bouger. Tout le monde vient avec ses enfants à l'entraînement. C'est vraiment pas juste pour la maman. Là, les plus grands viennent aussi. On a des petits bébés, mais il y a des mamans qui viennent avec leurs plus grands. On leur donne des ballons. Ça permet aux mamans de sortir, de faire quelque chose. Puis l'autre vendredi matin sur 2, c'est bébé actif. Donc, c'est un parcours de mobilité pour le développement moteur des enfants. On a ils appellent ça un triangle picleur. C'est un triangle pour grimper. On a une petite arche, une glissoire, plein de choses pour que les enfants puissent bouger. On n'a pas nécessairement un parcours précis à faire. On installe les choses dans la maison, puis on laisse les enfants découvrir. Les mamans s'assoient, puis elles discutent entre elles la majorité du temps. Donc, encore là, ça les fait socialiser. Les petits bébés peuvent socialiser aussi en même temps pendant qu'ils jouent ensemble, mais ça leur permet vraiment de développer leur côté moteur. Les parents viennent souvent plus l'hiver parce que c'est moins facile là, de faire bouger les petits bébés dans la neige. Fait qu'ils viennent sortir l'énergie chez nous. Les mercredis matins, c'est plus pour les activités là, qu'on va faire à l'intérieur de la maison. C'est plus pour développer le lien avec entre le parent ou les grands-parents puis le bébé. On peut faire des bricolages là, dans lesquels l'enfant va être impliqué ou des bricolages simplement que la maman fait pendant que le bébé s'amuse. On a des activités d'attache-suce aussi, que les parents peuvent venir fabriquer eux-mêmes l'attache-suce pour bébé. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont offerts par des professionnels aussi. Donc, on a la clinique Autrement là, qui vient quelques fois par année pour parler de santé mentale là, principalement. Des sujets comme la charge mentale, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est bien présente, là, surtout quand on est nouveau parent. Normaliser encore une fois la chose, donner des conseils pour faciliter la transition. On a une nutritionniste aussi qui vient quelques fois par année parler de DME pour l'introduction des aliments parce que c'est qui est quand même assez populaire, mais qui n'est pas nécessairement discuté là, dans les établissements de santé encore, malheureusement, même si les parents aiment beaucoup ça. Quelle autre activité qu'on fait? On en a plusieurs. On en fait vraiment beaucoup. On varie. On fait des fois des projets artistiques aussi pour faire
des petits souvenirs aux parents, des purées. Donc, on va créer des purées que les parents ils repartent avec leur échantillon de purée pour avoir ça de fait sur leur to-do list de la semaine. Il y a le petit livre de recettes aussi qu'on donne pendant l'atelier des purées. Donc, il y a des recettes faciles là, pour les familles pas trop dispendieuses puis pas trop longues non plus. Puis il y a une section, là, quand même une bonne section par rapport aux purées. Donc, quand les parents viennent faire les purées avec nous, ils repartent avec leur purée, mais ils repartent avec le livre pour faire les purées aussi par le fait même. Quand on parle d'enfants, c'est de quel âge à quel âge? La majorité de ceux qui viennent, c'est les parents qui sont encore en congé de maternité. Donc, on parle de 12 mois et moins, mais il y en a quand même régulièrement là, qui viennent jusqu'à 5 ans, là, dépendant des disponibilités des parents. Qu'est-ce qu'on souhaite maintenant pour Coup de pouce nourrice, notamment d'aider, d'amorcer avec des compétences, renforcer l'estime de soi des parents, des grands-parents, de jouer un rôle là-dedans, dans cet accompagnement-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 4 prochaines années? Où est-ce qu'on voit Coup de pouce nourrice? Notre plus grand souhait, ça serait de devenir un centre de ressources périnatales, que vraiment on soit reconnu pour toute l'expérience qu'on a, le professionnalisme qu'on a aussi entre nos murs, que les gens savent d'entrée de jeu lorsqu'ils attendent un enfant, qu'on est là pour à peu près n'importe quoi. On n'est pas juste là pour l'allaitement, en fait. Là, on en fait beaucoup plus. C'est vraiment une belle vision à long terme, vraiment, de Coup de pouce nourrice, parce que vous offrez vraiment un besoin que je considère essentiel pour l'établissement, en fait, d'avoir plus de compétences en tant que parent, de réduire l'isolement aussi. Ça offre un impact considérable, ça, pour la population là, qui veut aller chercher plein de trucs, des outils, des ressources, des experts aussi, parce que, tu sais, vous avez accès à différents experts. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour cette séance ensemble, cette belle discussion. Puis, je vous invite une prochaine fois, justement, à parler de la charge mentale entourant les parents, les grands-parents d'un nouveau-né ou parce qu'on en a plusieurs enfants. Quand on parle qu'elle est bien présente dans nos têtes, comment on gère ça? Mais ça sera peut-être office d'une nouvelle émission avec vous. Merci beaucoup à vous deux. Merci.